Chapitre 9. Dicey avait frappé 4 coups décidés, mais rien ne répondit. Derrière la porte close, les murs d'une entrée lui avaient renvoyé l'écho et elle guettait un bruit de pas, le claquement d'une porte. Mais le silence était retombé à l'intérieur de la maison. Elle frappa de nouveau plus fort sur la porte recouverte d'une couche épaisse de peinture brun rougeâtre qui laissait voir les coups de pinceau. Mais décidément, il n'y avait personne. Dicey avala sa salive, aussi soulagée que déçue, et se retourna vers le trio. « Il n'y a plus qu'à attendre, dit-elle. Elle s'assit sur la dernière marche, et ils se serrèrent à côté d'elle. Leur seule possession était les vêtements qu'ils portaient sur eux. Même la précieuse carte de Dicey, toute ramollie par l'humidité et déchirée dans les pliures, n'avait pas achevé le voyage, et Stewart avait gardé le plan de Bridgeport. « Je croyais que Tansila était riche, fit observer James. On ne le dirait pas à voir sa maison. »« C'est sans doute moi qui avais mal compris, » répondait Dicey. « Non, insista James. Moma le disait qu'elle était riche. »« Dans ce cas, c'est Moma qui se trompait. »« Dicey, tu crois que Moma est là ?» s'inquiétait Sammy. « Pourquoi est-ce que personne ne vient nous ouvrir si Moma est là ?»« C'est pas. Elle est peut-être sortie, c'est tout. Et puis on est jeudi. Elle est peut-être au travail si elle a trouvé un emploi. »« Oui, mais tante Scylla, objecta James. Elle devrait être trop vieille pour travailler, elle, en principe, non ? Écoutez, protesta Dicey, je ne sais rien de plus que vous sur tante Scylla. Tout ce que j'en sais, c'est qu'elle écrivait dans ses lettres, et apparemment ce n'était même pas vrai. Mais pourquoi aurait-elle menti ? Demanda James. C'est pas, soupira Dicey. Dicey ? Oui, Maïbeth. Pourquoi Moma est-elle partie ? Dicey considéra le petit visage rond et soucieux de sa sœur. Puis, elle se tourna vers la rue, vers une voiture en stationnement, 2 rangées de maisons toutes semblables, aux façades mornes et vides. Je ne sais pas, Maïbeth, mais voici ce que je crois. Maïbeth attendit. Ce que je crois, tu vois, c'est qu'elle a fini par avoir tant de soucis, parce qu'il y avait nous 4 et parce qu'elle n'avait pas d'argent, et qu'elle ne voyait plus comment s'occuper de nous, ni comment s'en sortir, alors que tout allait de plus en plus mal. Bref, tout ça s'est accumulé dans sa tête, et elle s'est sentie complètement débordée. Et tout d'un coup, elle a renoncé, elle a craqué. Elle s'est sentie misérable et totalement égarée. Te rappelles-tu comment il lui arrivait de s'en aller et de ne pas revenir pendant des heures ? Moi, je pense qu'elle s'était perdue ces fois-là. Je pense qu'elle s'égarait au dehors, exactement comme elle était égarée à l'intérieur, dans sa tête. Oui, c'est de l'amnésie, diagnostiqua James. Peut-être, reprit Dicey. Et c'est pour cette raison qu'elle a voulu demander du secours à tante Scylla. Et quand elle nous a quittés pour aller dans ce centre commercial, peut-être qu'elle n'avait plus d'argent, qu'elle ne pouvait pas nous emmener plus loin, et qu'alors dans sa tête il y a eu une sorte d'explosion, et elle nous a oubliés. Oui, comme de l'amnésie. Il paraît qu'on ne se rappelle même plus qui on est dans ce cas-là. Elle n'en pouvait plus de se casser la tête et de se faire du souci. Chaque fois qu'elle pensait à quelque chose, chaque fois qu'elle allait quelque part, elle se heurtait à un mur sans aucun espoir de trouver une issue. Alors d'un seul coup, quelque chose a cassé. Elle s'est retrouvée la tête vide. Vide. Il y avait des mois que cela durait. Des mois que Moma avait cet air absent, détaché de tout. Mais maintenant, elle va sans doute mieux, n'est-ce pas, Dicey ? S'inquiéta Sammy. Rien ne dit qu'elle est ici, laissa tomber James. Bien sûr que si, elle y est, s'indigna Sammy. Forcément. Et pourquoi ? Demanda James. Dicey songea un instant à faire cesser la discussion, mais elle se ravisa. Parce que, dit Sammy. Parce que c'est pas une raison, ça. Parce que si elle n'est pas là, moi je sais pas où elle peut être. Et elle non plus, elle ne sait pas où je suis. Alors comment veux-tu qu'elle me retrouve ? Peut-être qu'elle ne veut pas te retrouver, suggéra James. Peut-être qu'elle ne veut pas nous retrouver, aucun de nous. Tu as entendu ce que Dicey vient de dire ? Moma avait besoin de ne plus nous avoir tout le temps sur le dos. Mais moi, Moma m'aime très fort, assura Sammy. Elle me l'a dit. Il avança son menton tout rond d'un air de défi. Bien sûr, murmura Dicey. Et moi aussi, tu sais, je t'aime fort. Et c'était vrai. Elle les aimait fort tous les 3. Encore une de ces choses auxquelles elle n'avait jamais songé avant ce voyage. Tu vois, triompha Sammy, qu'est-ce que je te disais ? Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Rétorqua James.
Mais Samy ne lui prêtait plus la moindre attention. 2 villes avec le même nom et le même agencement géographique, ce serait fort quand même ridou. Le soleil glissait lentement dans le ciel blanc. Vers la fin de cet interminable après-midi d'été, la rue commença de s'animer. La circulation se fit plus intense, des piétons apparurent sur les trottoirs. À intervalles réguliers, des bus s'arrêtaient au carrefour et déversaient une petite cargaison d'usagers qui s'égayaient le long de la rue, les uns munis de porte-documents, les autres chargés d'emplettes. Parfois, l'un d'eux faisait halte sur le seuil d'une maison voisine, tirait une clé de sa poche, ouvrait une porte et disparaissait. D'autres obliquaient dans une rue adjacente, un peu plus loin. Il ne semblait pas y avoir d'enfants dans cette rue. Les 4 Tillerman suivaient des yeux silencieux les allées et venues de tous ces inconnus. Nul ne leur prêtait attention. La grande majorité des passants marchaient en regardant le sol ou à un point au loin, droit devant eux. Samy s'était blotti contre Dissay et se cramponnait à l'avant-bras de sa sœur. Il n'ouvrait pas la bouche, mais observait chaque passant dans l'espoir de voir surgir Moma. Dissay aussi contemplait la rue, mais sans penser à rien. À partir de maintenant, il arriverait ce qu'il arriverait. Elle n'y pouvait plus rien. Des hommes en vêtements de travail rentraient chez eux d'un pas traînant. Le dos rond, leur boîte à casse-croûte à la main. Des femmes en robe à fleurs pressaient le pas, les traits tirés après leur journée de travail, la cotonnade de leurs robes toutes chiffonnées par la chaleur, comme si les fleurs étaient de vraies fleurs à présent fanées. Une petite dame replète, perchée sur de hauts talons, s'approcha soudain des marches sur lesquelles il s'était assis. Elle eut une mimique de surprise en les voyant, mais elle poursuivit son chemin. Un homme en costume kaki, muni d'un attaché-caisse avachi, s'arrêta sur le seuil de la maison voisine et les toisa quelques secondes avant de disparaître à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années, estima Dissay, gravit à son tour les quelques marches de la maison voisine, les bras encombrés de paquets. Elle ne remarqua les enfants qu'au moment de tirer la porte derrière elle, et ses yeux s'agrandirent de surprise un instant. La petite dame aux talons hauts revenait de l'autre bout de la rue, sur le trottoir d'en face, cette fois. Elle les dévisagea au passage. Elle portait une robe de cotonnade noire, et ses cheveux gris, tout frisés sous l'effet d'une permanente, tressautaient à chaque pas autour de sa tête ronde. Elle marchait comme si ses pieds la faisaient souffrir, comme si elle avait passé toute la journée perchée sur ses talons aiguilles. Mais où pouvait-elle donc aller? L'espace d'une vingtaine de minutes, la rue avait été animée. Mais déjà les passants se faisaient plus rares, comme absorbés par les façades silencieuses. On n'entendait guère que la rumeur de l'avenue et le bourdonnement des climatiseurs tout le long de la rue. Un monsieur sortit de chez lui, en short, pour aller promener son chien. La petite dame boulotte revenait vers eux une fois de plus. Elle était sur le même trottoir qu'eux, comme la première fois, et marchait en fixant le sol. Elle tenait son sac à 2 mains, serré contre elle, et Dissay se fit la réflexion qu'elle devait être âgée. Elle s'immobilisa à quelques pas et les dévisagea ouvertement. Seul Dissay, au début, soutint son regard interrogateur, bleu pâle derrière des lunettes à monture plastique plantées sur le haut de son nez. Elle n'était pas tellement vieille, après tout. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle enfin. « Que voulez-vous » Elle avait une voix haut perchée et un peu effrayée. Lèvres pincées, elle attendit la réponse. Dissay se leva. « Nous sommes les enfants Tillerman, dit-elle. Je suis Dissay et voici James, Maybeth, Tammy. » Le visage de la dame ne changea pas d'expression. Dissay comprit que Moma n'était pas ici. Elle poursuivit un pas vide. « Vous êtes notre grande-tante, je pense, Mrs. Scylla Logan ?» Cette fois, la dame esquissa un sourire, un pauvre demi-sourire un peu désemparé. « Ah, vous voulez parler de mère. Mrs. Scylla Logan, ce n'est pas moi, c'est ma mère. Ou plutôt, c'était ma mère. Elle est morte en mars dernier. » Elle farfouilla dans son sac et en ressortit ses clés. Dissay sentit son cœur chavirer. « Mais ça ne fait rien, entrez tout de même, » poursuivait la petite dame en noir. « Nous n'allons pas rester comme ça à discuter sur le pas de la porte. » Elle ouvrit la porte et entra, suivie des enfants. Il faisait sombre à l'intérieur, par contraste avec le soleil du soir qui baignait la rue d'une lumière dorée. Ils longèrent à un couloir qui menait vers l'arrière de la maison,
passèrent devant une pièce aux fenêtres voilées de rideaux, contournèrent un escalier étroit et sombre, et débouchèrent dans une cuisine. La cuisine était juste assez grande pour les contenir tous les 5. Le soleil pourtant la rendait plus lumineuse que le restant de la maison. Elle reluisait de propreté. Le linoléum gris et étincelait, le réfrigérateur brillait de tous ses chromes, et les fenêtres qui s'ouvraient sur un jardinet avaient des carreaux si propres qu'on aurait pu les croire dépourvus de vitres. Une table en formica occupait le centre de la pièce, et la dame les fit asseoir sur les 4 chaises sagement rangées tout autour. Elle ouvrit les fenêtres et la porte donnant sur le jardin, alla se chercher une chaise dans la pièce d'à côté et la posa près de Maybeth. Avant de s'asseoir, elle remplit d'eau une bouilloire qu'elle plaça sur un réchaud et tira une chope d'un placard. Tout en s'affairant, elle leur parlait à 1000 voix, par salve. Oui, mère est morte. Personne ne s'y serait attendu. C'était son cœur. Elle avait toujours eu le cœur fragile, à ce qu'il semblerait. Nous ne l'avions jamais su. Mère ne se plaignait jamais, vous comprenez? Elle n'était pas âgée pourtant, guère plus de 70 ans. Elle allait en avoir 72. C'était une femme admirable. Admirable. Tout le monde le disait. Oh, ça a été un choc pour moi. Je l'ai retrouvée comme ça en revenant de mon travail, dans son fauteuil près de la fenêtre. Un mercredi, c'était. Nous avons fait dire une grande messe pour elle. Elle soupira. La bouilloire sifflait, et elle se leva pour la prendre et verser de l'eau chaude dans sa tasse. Puis elle y plongea un sachet de thé qu'elle s'employa à faire danser, dehors, dedans, l'air absent. J'ai vraiment été secouée, vraiment secouée. Les gens me disent que je ne suis plus la même depuis que mère est décédée. Et c'est vrai, le coup a été très dur pour moi. Elle releva la tête et Dissa vit perler 2 larmes au coin de ses petits yeux bleus. Elle retira ses lunettes pour les essuyer avec du papier essuie-tout. Ils restaient muets tous les 4, ne sachant que dire. La dame aux bouclettes rapprocha sa chaise et but son thé à petites gorgées. James se tourna vers Dissay, et ses sourcils eurent une mimique comme ceux de Windy. Dissay faillit pouffer de rire. Alors, vous comprenez, quand j'ai vu 4 enfants comme ça assis sur le pas de ma porte, je ne savais pas, moi. J'espère que vous n'êtes pas froissés. Je vous avouerai que j'ai eu peur. On voit tant de choses ces temps-ci. Surtout une femme seule, vous savez. Parce que je suis seule à présent. Alors j'espérais que vous alliez partir. Si mère avait été là, bien sûr. Sa voix s'éteignit et ses yeux se détournèrent en direction de la fenêtre. Il y eut un silence. Soudain, elle se ressaisit avec une espèce de frisson qui la secoua tout entière. « Oh, mais où ai-je donc la tête, moi? Je parle. Vous n'avez pas soif? Remarquez, je ne sais pas trop ce que j'ai ici que je puisse servir à des enfants. Vous comprenez, vivant seule, je n'ai jamais grand-chose en réserve. » « S'il vous plaît, » hasarda Maybeth, « je voudrais bien un verre d'eau. » La dame regarda Maybeth et lui fit un grand sourire. « Mais bien sûr, un verre d'eau. Vous allez tous prendre un verre d'eau. Quelle jolie jeune fille tu fais. Vraiment, on dirait un ange. Moi aussi, j'ai été une jolie petite fille, tout le monde le disait. Et d'ailleurs, nous avons des photos. » Elle leur servit à chacun un petit verre à moutarde rempli d'eau à ras-bord. Ils burent avec avidité, et Dissay prit le pichet pour remplir à nouveau le sien. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La dame souriait, l'air distrait. « Mais que faites-vous ici » s'informa-t-elle soudain, comme si la question lui venait à l'esprit pour la première fois. « Où sont vos parents ? Qui m'avez-vous dit que vous étiez déjà ? Des neveux de mère, mais par quel côté ?»« Nous sommes les Tillerman, » expliqua de nouveau Dissay. « James, Maybeth, Sammy et Dissay. » La dame répéta leur nom à mi-voix comme pour elle-même. Le nom de jeune fille de mère était Hackett, murmura-t-elle. Dissay s'efforça d'expliquer. « Notre mère, commença-t-elle en jetant un coup d'œil sur Sammy pour s'assurer qu'il n'allait pas lui couper la parole, notre mère est la nièce de votre mère à vous. Tous les Noëls, nous avons reçu une carte de vœux de votre mère. C'est Moma qui nous la lisait, toujours. C'est comme ça que nous connaissons Tante Scylla et son adresse. Mais j'avoue que je ne sais pas votre nom, ajouta-t-elle. Eunice Logan. Miss Eunice Logan. Au fond, si je comprends bien, nous sommes cousins. Ah bon? Oui, puisque votre grand-mère était la sœur de ma mère. Autrement dit, votre mère et moi sommes cousines germaines. Vous êtes donc mes petits cousins, j'imagine. Je ne sais pas, avoua Dissay. Votre grand-mère doit être Abigail Tillerman, de par son mariage. Abigail
Hackett de son nom de jeune fille. Priscilla Hackett, sa sœur, était ma mère. Par son mariage, elle est devenue Logan, Priscilla Logan. Parce que nous avons une grand-mère? Naturellement. Tout le monde en a. Mais où sont donc vos parents? Vous êtes de passage à Bridgeport? Lisa s'aperçut qu'elle s'apprêtait à mentir encore. Pourquoi ne pas raconter que la famille visitait la région et que les enfants avaient voulu rencontrer tante Scylla? Ensuite, ils n'auraient plus qu'à s'en aller, tous quatre, quitter cette maison morne. Mais pour aller où, au fait? Si elle racontait cette histoire, ils étaient de nouveau à la rue. Et sans destination, cette fois. Ils étaient venus de si loin. Non, il fallait absolument obtenir une aide quelconque de cette cousine Eunice, dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'était bizarre, aussi, que tante Scylla n'eût jamais cru bon de faire mention d'une fille dans ses lettres. Et si cousine Eunice leur refusait cette aide, eh bien, il ne restait plus qu'à aller trouver la police. Dissay devait dire la vérité à cousine Eunice. Mais d'abord, c'était à Sammy qu'il fallait la dire, bien haut et bien clair. Tu vois, Sammy, finalement, Moma n'est pas là. Il hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Dissay allongea le bras et posa sa main sur celle de son frère. Il appuya son front sur cette main et ferma les yeux. Comment, vous ne savez pas où est votre mère? Non, connut Dissay. Elle est partie. Elle a disparu en réalité. Nous étions en route avec elle pour rendre visite à tante Scylla, alors nous sommes venus ici tout seuls. Nous espérions les retrouver. Où est votre père? Il y a des années qu'il est parti, trancha James. Mais alors, vous êtes seul? Demanda cousine Eunice. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Pauvre petit tout seul, je ne sais plus. Il faut que je demande conseil à quelqu'un. Voulez-vous bien me permettre de passer un coup de fil? Vous êtes vraiment absolument seul? Je vois pas ce qu'on pourrait faire. Elle sortit de la pièce à grands pas, referma la porte à la volée. Sammy releva la tête et Dissay retira sa main légèrement humide. Je n'y comprends rien, dit le petit garçon. Moi non plus, avoua Dissay. Elle n'avait jamais entendu parler de nous, vous vous rendez compte? Et nous n'avions jamais entendu parler d'elle. Et pourtant Moma a toujours répondu à ses lettres chaque année. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda James. On dit la vérité et on verra bien. Il n'y a rien d'autre à faire. À ton avis, James? On pourrait peut-être repartir et faire comme on a fait tous ces jours jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Insista Dissay. Jusqu'à ce qu'on soit assez grand. Je sais pas, moi. Ouais, réfléchit Dissay. On pourrait. Je pense qu'on finirait bien par trouver une solution. Mais pour le moment, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pas tant que nous y sommes pas obligés. Nous ne savons pas du tout où est Moma, et j'aimerais bien le découvrir, moi, maintenant. Peut-être que cette cousine Eunice va bien vouloir s'occuper de nous, au moins pendant un temps. Je pourrais travailler plus tard, et la rembourser. J'espère que c'est comme ça que les choses vont se passer. En attendant, on reste tous ensemble. Dissay, demanda Maybeth. Tu crois que Moma a disparu pour toujours? Je ne sais pas. Ce n'est pas impossible. Ne dis pas ça, s'enflamma Sammy. Ne dis jamais ça. Cousine Eunice revenait. Voilà, les informa-t-elle. Mon ami, je devrais dire mon conseiller plutôt, mon conseiller spirituel, bref. Il passera ici après dîner. Il faut aller acheter de quoi dîner d'ailleurs. Ce que j'ai au frigo, c'est 3 fois rien. Pour 2 personnes au maximum. Dissay, te sens-tu capable d'aller à l'alimentation du quartier acheter 3 repas télé, ce que vous préférez? Ça ira, bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr, assura Dissay. Elle rougit. Seulement, nous n'avons pas d'argent. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser, c'est moi qui... C'est moi qui suis navrée pour vous. Je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qui a pu se passer. Nous non plus, souffla Dissay. Comment le pourriez-vous, pauvre chérie? Vous n'êtes que des enfants. Elle prit son sac à main et en retira 10 $. Tiens, ça devrait suffire. Tu ferais bien de prendre du lait. Les enfants ont besoin de lait. Et des fruits, peut-être? Te sens-tu capable de voir là-bas ce dont vous avez besoin? Auras-tu assez d'argent? Dissay fait signe que oui. L'alimentation la plus proche est sur la droite, juste 2 rues plus loin. À l'angle, tu remontes dans ce sens-là. Elle pivotait sur elle-même pour indiquer la direction. Tu tournes sur ta droite et tu la verras. Ne parle pas à des inconnus, surtout. Dissay acquiesça en baissant la tête pour cacher son sourire. Et appelez-moi Eunice. Cousine Eunice, puisque nous sommes cousins. Et puis tiens,
Si tu choisissais un gâteau au rayon des surgelés, quelque chose de léger, un gâteau au citron peut-être, quelque chose qui puisse se servir avec le thé. Dissay s'achemina sans hâte vers le magasin d'alimentation du coin de la rue. Elle n'avait en tête aucune pensée particulière, rien qu'un coin d'ombre et de tristesse au fond du cœur, mal défini et qu'elle ne s'expliquait pas. Elle n'avait jamais réellement espéré retrouver Moma ici. C'était pour eux-mêmes qu'elle avait le cœur gros, même si les choses se présentaient plutôt moins mal que la veille au soir, par exemple. Elle choisit 3 repas télé au poulet et se dirigea vers le rayon des fruits. Une fois de plus, tout avait changé. Peut-être étaient-ce ces changements incessants qui la rendaient triste, ou la déception après être arrivée enfin chez tante Scylla de n'y trouver qu'une cousine Eunice qui n'avait jamais entendu parler d'eux, une inconnue qui les prenait en pitié. Sans doute ne pourrait-il jamais retourner à New Haven. Le regret lui vint de n'avoir pu rester là-bas plus longtemps, auprès de Stewart et Windy, et dire qu'elle ne savait rien d'eux, ni leur nom de famille, ni leur adresse, ni leur numéro de téléphone. Stewart n'était même pas resté pour voir si le quatuor s'en tirait bien. Les Tillerman n'avaient fait que passer dans sa vie. Peut-être les avait-il déjà oubliés. Elle passa à la caisse et repartit sans se presser vers la petite maison grise. Peut-être aussi était-ce de se trouver si loin de la mer, finalement, loin de ses embruns, de ses marées, de son chant régulier, qui la rendait si mélancolique. L'ami et conseiller de cousine Eunice était un prêtre, le père Joseph. Un homme sec et nerveux à l'épaisse tignasse grise, au front creusé de rides profondes. Il avait les yeux brun clair, enfoncés dans les orbites, le regard froid et pensif, et les lèvres étonnamment minces. Il était tout de noir vêtu, à l'exception de son col blanc, raide et brillant. Cousine Eunice fit les présentations et s'empressa auprès de lui en virevoltant sur ses hauts talons. Elle lui apporta un plateau avec une tasse de thé, un petit pot de lait en porcelaine, et le sucrier assorti. Le père Joseph ne s'apitoya pas comme l'avait fait la cousine Eunice. Il s'était installé dans la salle de séjour, les adultes dans des fauteuils, les enfants sur le tapis. Le père Joseph interrogea les enfants sur leur maison à Provincetown, sur leur école respective, sur Moma, sur la vie dans une petite station balnéaire, sur les marins pêcheurs, sur les livres qu'ils aimaient. Au bout d'un moment, il décida qu'il était l'heure pour les 3 plus jeunes d'aller se coucher. Miss Eunice, Dissay et lui-même pourraient ensuite discuter de certaines choses. Mais ils n'ont pas de vêtements de nuit, s'affola cousine Eunice. Nous pouvons dormir en sous-vêtements, suggéra Dissay. Nous avons tout lavé hier soir. Ah bon, s'étonna le prêtre. Vous semblez vous être remarquablement bien débrouillé. Vous sentez la dynamique là, le parti pris pour les enfants qui est pris. Vous sentez qu'il pue de la schneck. Il pue du cul. Le prêtre, vous le sentez, toutes ces choses avec moi. Pardon, je lis mes messages en même temps. Je sais pas pourquoi je fais ça. Psyker. Ah, mais oh, il y a Psyker qui est sur Discord. Waouh. Désolée pour les gens qui écoutent. Je n'ai pas d'attention. Mais je tenais à vous lire ce message de Crow299 qu'il a posté sur le Discord à 16h25. C'est la saison des asperges. Le pipi va encore sentir pas bon pendant quelques semaines. Voilà. Tu pouvais t'arrêter à déjà un prêtre, Lordiane. C'était suffisant. Dissay accompagna les petits à l'étage. James était furieux, mais elle le raisonna. Écoute, nous sommes des invités ici. Nous ne sommes pas chez nous. Elle ne savait même pas que nous existions et elle essaye de nous aider. Alors on fait comme elle dit. D'accord ? James et Sammy devaient dormir dans la petite chambre qui donnait sur le jardinet, dans un grand lit. Maybeth dormirait dans l'un des lits jumeaux de la chambre de cousine Eunice. Elle avait l'air minuscule dans ce lit,
ses boucles en auréole autour de sa tête sur l'oreiller, ses mains croisées sur les draps propres. « Tu es bien? Ça ira ?» lui demanda Dissay. Maybeth fit signe que oui. « Je crois que j'aimais mieux quand nous dormions tous ensemble, » remarqua Dissay en souriant. « Comme la première nuit, tu sais, dans la voiture. » Maybeth approuva du menton. « Je pense que je vais dormir avec James et Sammy sur le plancher, ou encore en bas sur le canapé. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. »« Ça ira, tu sais, » dit Maybeth. « Je ne me sentirai pas seule. »« Seule? À 5 dans cette petite maison? Ce serait difficile, » dit Dissay en riant. « Je crois que je t'entendrai te retourner, va, ou éternuer, et je viendrai au galop. » Maybeth sourit et ses paupières s'abaissèrent sur ses yeux noisettes. Dissay redescendit. Les adultes l'attendaient dans la salle de séjour, une petite pièce surmeublée et tout encombrée de ces objets qu'on accumule au fil d'une vie. Des photographies encadrées aux bibelots de faïence, en passant par les coussins brodés. Le père Joseph désigna un fauteuil. « Assis-toi, Dissay, lui dit-il. Nous avons à parler sérieusement, à présent. C'est un prénom étrange, Dissay. Quel est ton vrai prénom ?» Dissay dédaigna le fauteuil et s'assit en tailleur sur le tapis. « Je m'appelle Dissay, dit-elle. Je n'ai pas d'autre nom. »« Je dirais plutôt que tu ne le connais pas, » assura le père Joseph. Dissay ne discuta pas. Après tout, il avait peut-être raison. Il la regardait attentivement, comme s'il cherchait à percer sa pensée. Elle en était mal à l'aise. « Votre cousine a décidé de vous recueillir sous son toit le temps de faire des recherches au sujet de vos parents, annonça-t-il. Dissay se tourna vers cousine Eunice, qui lui dédia un sourire un peu bête, et s'empressa de préciser. « Bien sûr, ce ne peut être que provisoire, hélas, mais... » « Votre cousine a certains projets dont elle te fera sûrement part ultérieurement, » reprit le père Joseph. Il souriait à cousine Eunice, et elle rougit comme une petite fille. Quoi qu'il en soit, notre paroisse organise pour les enfants des activités d'été auxquelles tes jeunes frères et sœurs pourront participer sans problème. Un centre aéré à la journée pour les 2 plus jeunes et un camp école pour James. Crois-tu qu'il y voit quelque inconvénient ? James adore l'école. Je pense qu'il devrait s'y plaire. Il est très doué. C'est l'impression qu'il m'a donnée, dit le père Joseph. Comme j'appartiens au corps enseignant de cet établissement, je pourrais veiller à ce qu'on l'inscrive à des cours de son niveau. Et bien sûr, l'après-midi, il y a toutes sortes d'activités. Ça m'a l'air idéal, dit Dissay. Merci. Merci à tous deux. Je sais très bien que nous vous sommes, pour ainsi dire, tombés sur le dos sans prévenir, ajouta-t-elle à l'intention de cousine Eunice. Je vous demande pardon. Je suis désolée. Oh, ne sois pas désolée, dit cousine Eunice en remontant ses lunettes sur son nez. C'est bien le moins. C'est le rôle de la famille, n'est-ce pas? Quand je songe à vous 4, tout seuls, abandonnés. Comme moi, en fait, d'une certaine façon. Je vois mal ce que j'aurais pu faire d'autre, vraiment. Le problème, vois-tu, c'est que je travaille. Et avec vous 4 ici, ce sera beaucoup de travail. Du ménage et du lavage et de la cuisine et des courses. Mais je peux le faire, moi, tout ça. Au moins en partie, n'est-ce pas? C'est un peu ce que nous espérions, admit le père Joseph. Et la paroisse, Eunice, peut vous fournir des vêtements pour eux, ainsi qu'un appui moral et des conseils. Les enfants n'ont-ils pas d'autres familles? Pas que je sache, intervint Dissay. Elle leur coupait la parole, elle le savait, mais elle n'aimait pas beaucoup qu'on parle d'eux en sa présence, comme si elle n'était pas là. Mère n'avait qu'une sœur, reprit cousine Eunice, Abigail. Ça doit être leur grand-mère, mais je ne sais pas grand-chose d'elle. Elle était nettement plus jeune que mère, 12 ans de moins, et elles n'ont jamais été très liées. Je ne les ai jamais vues, en tout cas. Peut-être était-elle brouillée. Je lui ai bien envoyé un faire-part à la mort de mère, mais je n'ai pas eu de réponse. La lettre vous a-t-elle été retournée? Non, j'avais mis mon adresse dessus, pourtant. Donc, elle a été reçue. Par quelqu'un. Dissay tendait l'oreille, tâcha de tout graver dans sa tête. Cousine Eunice agitait ses petites mains. Attendez, Abigail avait épousé un homme du nom de John Tillerman. Et où habite-t-elle? Dans le Maryland, tout au sud, sur la côte est. Un patelin du nom de Chrisfield. Je ne sais rien de l'endroit. Tout ce que je peux en dire, c'est que là que mère avait passé son enfance. Le père Joseph hocha la tête, songeur. Ce John Tillerman était agriculteur, je me souviens. Cousine Eunice plissait son front sous l'effort. Ils ont eu des enfants. Oui, évidemment, songea Dissay. Sans quoi nous ne serions pas ici. Je ne sais pas combien, mais l'une des filles apparemment est la mère de Dissay et des 3 autres.
Savoir où ils sont, tous ces gens à présent. Crisfield, côte Est, Maryland. Maryland, se dit Dissay pour le fixer dans sa mémoire. À cette époque, il y avait des années que Mère était montée dans le Nord et qu'elle avait épousé Père, et ils habitaient ici. Mère n'aimait guère sa sœur. Elle n'aimait pas qu'on lui parle de sa famille, d'ailleurs. Je ne sais pas, elle n'en parlait jamais. Elle avait vraiment adopté la famille de Père. Ces 4 petits, finalement, sont les premiers représentants de la branche Hackett que je rencontre. Je vais essayer de me rappeler d'autres détails, mon père. J'ai des albums photos, quelque part. Cela nous serait d'un grand secours. Pour ma part, je tâcherai de voir ce que je peux trouver sur la famille Tillerman. Il n'est pas rare que l'Église puisse mener à bien ce genre d'enquête délicate, plus sûrement et plus discrètement que la police. Il se tourna vers Dissay. Quelle est votre religion? Je ne sais pas, avoua Dissay. Nous n'allions jamais à l'église. Il eut un léger froncement de sourcils. J'ai, malheureusement, une autre question à te poser à propos de votre nom. Tillerman, c'est le nom de jeune fille de ta mère. Vos parents n'étaient pas mariés? Dissay secoua la tête. Non, je ne crois pas, dit-elle. Cousine Eunice émit un curieux bruit et Dissay évita de la regarder. Elle se pencha sur sa chaussure comme pour en resserrer le lacet. « Avez-vous le même père, tous les 4 ?» reprit le père Joseph. « Le sais-tu » ?»« Oui, » lança Dissay en relevant brusquement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux du père Joseph, qui ne parut nullement surpris de son accent rageur. « Oui, nous sommes tous du même père. Maybeth et Sammy ressemblent à Moma, mais James et moi, c'est à notre père que nous ressemblons. Moi, je me souviens de lui, un peu. C'est normal, je suis l'aîné. » Bien, bien, dit le père Joseph avec un léger sourire. Je suis sûr que tu as raison. Il n'en avait pourtant pas l'air, à l'entendre. Non, coupa Dissay, vous ne le croyez pas. Mais moi j'en suis sûre, je le sais. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des bulletins de naissance? Ils doivent bien exister quelque part. Nous sommes tous nés à Provincetown. Pourquoi ne pas demander à la maternité? Ils vous le diront, eux. Moma n'était pas... Elle ne trouvait pas de mot correct pour préciser sa pensée. Elle n'avait pas de soupirant. Elle ne sortait même jamais le soir. Moma est gentille, elle nous aime. Vous n'allez sans doute pas vouloir le croire, mais elle nous aime parfaitement. Nous le savons. Nous. Comment pouvez-vous le savoir mieux que nous? Il leva les mains comme pour se protéger, un sourire au coin des lèvres. Cousine Eunice, par derrière, émettait de petits claquements de langue censés signifier à Dissay qu'on ne s'adresse pas sur ce ton à un prêtre. Non, Eunice, l'apaisa-t-il. Elle a sans doute raison. C'est vrai qu'elle doit en savoir plus long que nous. Mais dans ce cas, pourquoi leur mère les aurait-elle abandonnés? Oh, pardon, je ne voulais pas dire cela, s'excusa-t-elle gênée en regardant Dissay. Mais Dissay fit comme si elle n'avait pas entendu. C'est justement ce qu'il s'agit de tirer au clair, dit le père Joseph. Ce qu'il faudrait que tu fasses, Dissay, vois-tu, c'est alerter le service des disparitions. La police? Oui, la police. Dissay réfléchit. Alerter la police, elle n'y tenait guère. Mais que faire d'autre pour retrouver Moma? Et s'il lui était arrivé quelque chose d'horrible, et que seule la police pouvait lui porter secours? Et si, par son silence, elle mettait Moma en danger? Le souvenir lui revint soudain du visage de sa mère derrière la portière ce matin-là, la dernière fois. Ce visage de lune triste au sourire malheureux. Puis elle revit Moma accourir auprès de Sammy quand il avait fait une chute, le prendre sur ses genoux et le serrer contre elle, en lui murmurant des mots doux, sans queue ni tête, pour le consoler. Leurs 2 têtes dorées se touchaient un instant, et les mains de Moma formaient comme un berceau derrière la nuque du petit frère. D'accord, soupira Dissay. Ils ne peuvent pas nous mettre en placement familial tant que nous sommes chez cousine Eunice, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si nous avions fait une fugue, dites. Je ne voudrais surtout pas qu'ils nous séparent, expliqua-t-elle au prêtre. Mais nous non plus, nous ne le voulons pas, Mais nous non plus, nous ne le voulons pas, s'écria-t-il. Pas si nous pouvons l'éviter. Je prendrai contact avec la police et quelqu'un viendra ici t'interroger. Peut-être préféreras-tu que je sois là aussi? D'accord, répéta Dissay. Elle s'efforça de réfléchir vite afin de déceler un piège éventuel, un danger dissimulé. En fait, tu n'as pas tellement le choix, conclut le prêtre. Dissay acquiesça. Mais elle récitait dans sa tête Crisfield, côte Est, Maryland. Le père Joseph prit congé et cousine Eunice alla chercher pour Dissay un lit pliant qu'elle rangeait dans le cellier.
Dissay le glissa dans ce qu'il restait d'espace libre à l'entrée de la chambre où dormaient ses frères. Cousine Eunice ne tenait guère à laisser Dissay s'installer avec les garçons, mais comme elle tenait moins encore à encombrer sa propre chambre, elle ne dit trop rien, pour finir. Dissay jeta un coup d'œil sur Maybeth, endormie avant d'aller se coucher. James respirait paisiblement. Sammy se tournait et retournait dans son sommeil. Dissay s'étendit sans bruit, les bras derrière la tête. Le plafond était sombre, aveugle. Ils étaient arrivés à bon port. Si cette maison devait être la leur, alors elle apprendrait à s'y habituer. Stewart avait raison. Ce qui comptait le plus, c'était d'être ensemble. Le reste n'avait guère d'importance. Elle s'endormit sans trop de peine, tandis que dans sa tête, ces 4 mots dansaient. Crisfield, côte Est, Maryland.